y aurait-il eu des événements entre 1954 et 1964 au Cameroun dont le monde entier ignore? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Heureusement, peut-être trop tard, il y a quand même une commission mémoire mise en place par le président français actuel, le président Emmanuel Macron, qui veut qu'on regarde avec beaucoup de précision, que des chercheurs se penchent sur ce que des auteurs ont appelé une guerre cachée au Cameroun. Et quand nous parlons des auteurs, nous citons par exemple les livres Cameroun, une guerre cachée de Thomas Deltombe, de Manuel Domègre et de Jacob Katitsa sur cette question, ou alors ceux qui ont lu même bas sur le Cameroun peuvent comprendre comment est-ce que le Cameroun a été pendant ces années-là victime des atrocités de l'armée française au Cameroun. Nous pouvons citer, entre autres livres, le titre « Leader assassiné » de Karine Ramondi, et nous allons aller à la rencontre d'un auteur qui lui-même a travaillé sur la question. Il s'appelle Jean-Pierre Moutassi, qui a publié « Épilogue d'une guerre clandestine chez l'Harmattan ». Nous allons à sa rencontre et nous verrons avec lui qu'est-ce qui, dans cette guerre, marque une particularité et surtout le caractère inconnu de cette guerre. Et c'est pour nous une participation à cette commission qui travaille sur la question. Chers téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, nous allons, autour d'une discussion de 52 minutes, échanger avec l'auteur Jean-Pierre Moutassi sur ce qu'il appelle la guerre clandestine au Cameroun, menée entre 1954 et 1964. Bonjour, M. Moutassi. Bonjour. Il est peut-être important que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes commissaire de police, c'est-à-dire que vous avez quand même la profession qui vous permet quand même de toucher à certaines notions qui peuvent être considérées comme cachées. Est-ce que ça vous convient? Tout à fait. Du moins qu'il le sache, et que vous avez publié chez l'Harmattan « Épilogue d'une guerre clandestine ». Et comme vous l'avez certainement suivi à mon introduction, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de textes sur la question qui considèrent que la France a commis des atrocités au Cameroun qu'elle essaye de cacher. Et comme ça, la guerre au Cameroun n'a pas été reconnue comme par exemple la guerre d'Algérie, comme la guerre d'Indochine ou comme d'autres autres guerres. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette guerre est clandestine? Commençons par là. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'évoquer une fois de plus ce sujet. La guerre est clandestine. Premièrement parce que vous-même vous avez reconnu qu'elle n'a pas été reconnue comme la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine ou alors le massacre des Mao Mao au Kenya ou bien en Namibie, oui, où l'armée allemande a également massacré des populations qui aspiraient à la liberté. Bien, et au Cameroun, c'est la même chose. La France a tout fait pour que cette guerre ne soit jamais connue. Et actuellement, il y a encore des forces obscures qui œuvrent dans ce sens. J'imagine que ceux qui nous regardent ont envie de savoir quelles ont été vos sources pour pouvoir écrire le livre. Les sources sont énumérées dans le document. Oui. Il y a des sources qui viennent des sources onusiennes, les sources du ministère français de l'économie de l'époque. Et puis nous nous sommes également abreuvés à la source de nos aînés tels qu'Achille Bembe, et vous avez évoqué Cameroun, que Jacob Tatida qui a écrit Cameroun avec K. Cameroun, voilà. Donc, oui. Et puis Mongo Betty, il y a eu plusieurs auteurs, n'est-ce pas, qui ont abordé ce sujet. Sauf que cette fois-ci, nous ne sommes pas allés dans le sens de l'histoire. Moi, je suis criminaliste. Et j'ai fait un travail de criminaliste, c'est-à-dire montrer la lumière dans cette affaire, de démontrer que le droit international condamne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, et que dans votre introduction, vous avez parlé des atrocités
Ce sont des euphémismes que les Français utilisent pour justifier qu'il n'y a presque rien eu au Cameroun. Oui. Il y a eu des massacres. Voilà le mot qu'il faut utiliser, des massacres. Et il y a eu guerre, parce que lorsqu'il y a guerre, n'est-ce pas, l'armée, il y a une armée qui déploie tout son arsenal. Mais sauf qu'au Cameroun, l'armée française disposait d'un armement sophistiqué à l'époque, tandis que les nationalistes n'avaient que des lances, des saguets, des machettes et parfois des vieux fusils de chasse pour affronter l'armée coloniale. Dans le système éducatif, par exemple, on n'entend pas beaucoup parler des figures de cette guerre-là, les figures camerounaises de cette guerre. Est-ce que vous pensez que c'est intentionnel? C'est intentionnel, puisque quand vous lisez à l'introduction, il y a une volonté manifeste de négationnisme. Le fait de mettre dans la tête des Camerounais qu'il n'y a jamais rien eu, ainsi que faire un lavage de cerveau à ceux qui ont pu se rendre compte qu'il y a eu quelque chose au Cameroun. Monsieur le commissaire, est-ce que la France a utilisé le napalm au Cameroun? Effectivement, eux-mêmes le reconnaissent. Vous avez suivi l'interview de Pierre Mesmer. Vous avez suivi l'interview de Maurice Delaunay, qui était le chef de la région de l'Ouest. À l'époque, la capitale de la région était à Tchang. Vous l'avez suivi. Ce n'est plus une question taboue aujourd'hui. Tout le monde sait que le napalm a été utilisé au Cameroun. De quoi la France avait-elle peur? La France avait peur de perdre le Cameroun. Vous savez, la France est un pays pauvre. Elle n'a pas de ressources. Et tout ce qui fait de la France une puissance aujourd'hui, c'est l'Afrique. Elle s'est donc arrogé le droit de créer ce qu'elle a appelé à tort un précaré, donc les pays francophones. Et c'est dans ce précaré qu'elle puise des ressources pour alimenter sa sécurité sociale, son industrie, payer ses fonctionnaires, pendant que nous sommes les pays pauvres et très endettés. La France avait donc peur que si les nationalistes accédaient au pouvoir, qu'ils refusent, n'est-ce pas, les conventions qu'ils ont eu à signer avec les autorités de l'époque, qui leur donnaient tout. Parce que quand vous voyez le pacte colonial, c'est scandaleux, où la France vous dit, vous ne pouvez pas vendre ceci sans notre autorisation, vous ne pouvez vendre que si nous n'en voulons pas. Et puis, elle a créé une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui nous fait tant de mal aujourd'hui. Parce que, figurez-vous, vous ne pouvez rien acheter en Asie, parce que votre franc CFA ne peut pas être accepté là-bas. Vous êtes obligé de passer par la France qui doit convertir. Ou bien si vous avez vendu, on doit vous payer. Elle convertit, et les dollars et les euros restent en France. C'est le franc CFA l'équivalent qu'on vous envoie. Chaque fois en prélevant les frais de commission. Tout à fait. Et c'est ça qui enrichit donc la France, et cette bannière, cette culture de prédation qui fait en sorte que la France ne pouvait pas accepter que les nationalistes accèdent au pouvoir, ce qui était évidemment sa perte. Permettez que j'insiste sur la question. Les pays de la zone France, de la zone francophone en Afrique, il y en a 14, je crois. Pourquoi le Cameroun, le Gabon ne revendique pas lui aussi de tels crimes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce type de crime au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais pourquoi particulièrement le Cameroun? Est-ce que les Camerounais étaient plus revendicatifs que les autres populations africaines? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut comprendre le cas particulier camerounais? Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a que 3 pays qui ont lutté pour l'indépendance. Le Cameroun, l'Algérie, Madagascar. Les autres, ça a été un cadeau que la France leur a offert, oui. Puisque nous sommes dans des années 60, c'est la vague d'indépendance un peu partout, c'était à la mode. Sauf que la France, quand elle faisait semblant de vous octroyer l'indépendance, c'était comme aller au marché vendre une chèvre en gardant la corde que vous pouvez tirer à tout moment. Donc le Cameroun, l'Algérie, Madagascar voulaient l'indépendance, une indépendance totale. Une souveraineté nationale et internationale, c'est ce que la France ne voulait pas. De Gaulle est venu avec les solutions cosmétiques comme la communauté,
qu'il voulait imposer. Quand il fait sa tournée en Afrique, il arrive à Brazzaville, il propose aux Africains sa communauté, la communauté française. Et à l'intérieur de la communauté, aucun pays ne pouvait aspirer à la souveraineté. Est-ce que les leaders camerounais étaient plus éclairés que les leaders camerounais, algériens ou bien malgaches étaient plus éclairés que les autres leaders en Afrique? Ou bien dans d'autres pays, il n'y avait pas du tout de leaders? Vous savez, tout est question de l'éducation. Parce que lorsque vous avez la connaissance parfaite des choses, vous avez le dessus sur les autres. Et c'est cette connaissance justement qui a fait défaut à un certain moment à plusieurs Africains pour qu'ils soient dominés par les Occidentaux. Parce que quand vous regardez très bien, les Occidentaux ne sont pas plus intelligents, mais ils ont été curieux de dénicher la connaissance. Et avec cette connaissance, ils ont réussi à nous soumettre. Donc les leaders, les pères fondateurs, étaient des visionnaires. Ils ont regardé, ils ont vu que non, si nous acceptons ces conditions, nous ne pourrons jamais réaliser notre programme politique qui est la modernisation du pays, élever le standard de vie des Camerounais et puis accéder au développement. Monsieur le commissaire, est-ce que dans votre vécu particulier, vous avez des signes de cette période-là? Est-ce que, en tant qu'enfant, vous avez quand même vécu, est-ce que vous avez eu des témoignages de parents qui ont vécu la guerre au Cameroun? Bien sûr. Si vous allez dans mon village, moi je suis de la Sanaga maritime, il y a 2 ponts sur le fleuve Sanaga qu'on appelle Mbibé. Quand vous arrivez là, il y a un peu plus haut. Lorsque vous traversez ça dépend, quand vous venez de Yaoundé, vous traversez le 2e pont, vous allez voir un peu plus haut, il y a une petite plaine. Il y a une fosse commune là-bas. De même, dans la rivière, il y a beaucoup de Camerounais qui ont été jetés dans l'eau, parfois avec une pierre attachée au cou. Dans la forêt, il y a beaucoup de Camerounais, de nationalistes qui étaient tués. Et les corps, parfois, n'étaient pas ramassés, ils étaient mangés par des animaux. Donc, quand vous arrivez dans mon village, il y avait un détachement français dans mon propre village à Nyondem qui avait le grade de capitaine. Donc, si déjà dans mon village, il y a un officier de l'armée coloniale avec ce grade dans un village, imaginez. Parce que la guerre elle-même a vu défiler 6 généraux à la tête de la mission militaire française qui était installée à Brazzaville. Donc, c'est pour comprendre que le Cameroun était un morceau précieux que la France ne voulait pas perdre. Tout commence dans la Sanaga maritime. J'ai envie de dire pourquoi. L'UPC est créé à Douala, pourtant. Tout commence dans la Sanaga maritime parce que c'était la région d'origine du père fondateur Ruben Oumniobé. Parce que lorsqu'il rentre de l'étranger en 1955, il constate qu'il y a déjà un mandat d'arrêt contre lui. Et l'administration coloniale attendait qu'il atterrisse à Douala pour l'arrêter et le mettre en prison. C'est comme ça qu'il a pu s'échapper. Il a fui, il s'est réfugié dans la Sanaga maritime où il était parmi les siens. Et c'est de là, en 1956, lorsque les élections législatives sont programmées, le haut commissaire de la République française, Pierre Mesmer, interdit l'UPC. Il exclut l'UPC du processus électoral. C'est comme ça que la rébellion a commencé. Les nationalistes ont dit, bon, comme nous sommes exclus du processus électoral, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le CNO, Comité national d'organisation. Sa mission était de saboter les intérêts français et d'empêcher la tenue des élections. Donc pratiquement en Sanaga maritime, il n'y a pas eu ces élections. Et le lendemain, malgré le taux d'abstention qui était très élevé, parce que l'UPC était un parti populaire dans tout le sud Cameroun, on a proclamé les élections et donnant l'UPC évidemment perdant. Les nationalistes, appelons-les ainsi, étaient
poursuivis par une armée française qui avait des armes. Quelle était la défense qu'est-ce que les nationalistes avaient comme outil de défense? Les nationalistes avaient les saguets, les lances, les vieux fusils de chasse, les machettes. Et il y a eu quelque chose qui a été utilisé pendant cette guerre, tout comme à Haïti, si vous avez lu la tragédie du roi Christophe, c'est-à-dire le pouvoir mystique. Les nationalistes ont utilisé ce pouvoir pour infliger de lourdes pertes à l'armée française malgré leur équipement rudimentaire. Parce qu'un nationaliste pouvait être devant vous, vous ne le voyez pas. C'est peut-être ce qui explique le traitement très dur administré au corps de Robert Oumniobé. Parlez-nous de son assassinat. Oumniobé, il y a deux versions, n'est-ce pas, qui se côtoient concernant l'assassinat de Ruben Oumniobé. La première version que tout le monde connaît, c'est que Oumniobé est mort le 13 septembre 1958 et qu'il a été tué par un supplétif de l'armée française qui serait tchadien et que après sa mort, le corps a été conduit à Ezeka. Bien, une autre version qui est moins connue nous dit que Oumniobé a été interpellé, qu'il a été arrêté dans la forêt le 11 septembre. Il a été conduit à Yaoundé. Il a été interrogé par un jury qui était constitué de certains ministres. On lui a proposé, n'est-ce pas, le poste de Premier ministre. Et il fallait qu'il coopère. Oumniobé a dit que lui, en tant qu'individu, ne pouvait pas négocier l'entrée dans un gouvernement. Il fallait consulter le comité directeur de l'UPC. Bien, lorsqu'on a constaté qu'il ne voulait pas marcher selon la volonté des colons, c'est comme ça qu'il a été assassiné. Bon, quand on regarde peut-être les seules photos qu'on a de son corps, on se rend compte que le corps est bouffi, il est maltraité. Et on dit, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain, on dit qu'il a été traîné de la brousse jusque là où il a été enterré. Et qu'il a même été coulé dans du béton. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, effectivement, le corps a été mutilé. Le corps a été mutilé parce qu'il a été tiré par ses bourreaux pour être exposé comme un trophée de guerre. Et lorsqu'il a été présenté au public, il y avait les tracts partout qui disaient que voilà votre Dieu est déjà mort. Donc, une façon de dire à ceux qui avaient encore une velléité nationaliste d'abandonner le combat, puisque votre Dieu est mort, vous avez intérêt à vous rendre. Donc, c'était un message fort de la part de l'administration coloniale vis-à-vis des nationalistes. Est-ce que vous pensez que l'administration coloniale pensait que Oumniobé avait des pouvoirs mystiques? Bien sûr. Et que le fait de le couler dans le béton, c'était peut-être une manière de sceller définitivement son sort. Peut-être qu'on pensait qu'il sortirait après. Le fait de le couler relevait beaucoup plus du fait qu'il ne fallait pas le déterrer la nuit pour lui offrir une sépulture plus digne. Et il ne fallait pas un lieu de pèlerinage. Donc il fallait qu'il soit enterré dans l'anonymat pour qu'il n'y ait pas de traces, qu'on ne sache même pas où se trouve sa tombe. Rappelons à nos téléspectateurs qu'après ce 13 septembre 1958, la guerre est déportée à l'Ouest Cameroun. Oui. Pourquoi? Parce que les leaders de l'époque, Moumié, Wandje, Kingé, étaient tous de l'Ouest Cameroun. C'est comme ça que la guerre est allée de ce côté. Et aussi, à l'Ouest, il y a eu un sentiment très fort de nationalisme. Ce sont des gens qui ont vraiment combattu et qui ont versé de leur sang, n'est-ce pas, pour que notre pays soit indépendant. On parle de Paul Momo. Je ne sais pas si vous avez... Bien, il y a une figure, n'est-ce pas, du nationalisme camerounais qui a toujours été oubliée. Et je trouve souvent cela très injuste. Il s'agit de Martin Singa.
Oui. Singap Martin, qui était, il s'est fait général Singap, qui était le chef d'état-major de l'armée de libération nationale du Cameroun. C'est lui, parce que l'UPC n'avait pas d'armée, c'est donc lui qui crée la branche armée de l'UPC. Et il avait comme lieutenant Paul Momo, qui s'occupait de la zone de Bafoussam-Baham. Il avait Tanque Noé, qui s'occupait de la zone de Douala, Edea, Yabassi. C'était Tanque Noé. Et Singap Martin même, et son quartier général était à Badenkop. C'est de là-bas qu'il planifiait les attaques et puis il réunissait son conseil de guerre. Ils attaquaient qui? L'armée française, évidemment. Et ses complices? Parce qu'on parle des chefferies, par exemple, qui ont été incendiées. C'était incendié par l'armée française ou alors par ces nationalistes qui estimaient qu'il y avait des chefs qui étaient peut-être complices. Il faut relever que l'armée et l'administration coloniale avaient une manière de fonctionner. Lorsqu'ils se sont rendus compte que les soldats français tombaient sur le champ de bataille, ils ont instrumentalisé les Camerounais. Dans la Sanaga maritime, par exemple, il y avait 2 milices très sanguinaires, celle de Bichoka et celle de Dimala. Même aujourd'hui, si vous allez à Mbibé, on va vous montrer la maison de Dimala qui est encore là. Il était très redouté dans la zone. C'est eux qui faisaient le sale boulot et on mettait tout cela sur le dos des nationalistes. À l'ouest, il y avait une prolifération de milices. Ces milices, c'était une armée parce qu'on pouvait avoir on pouvait avoir plus de 7000 miliciens. Sur le sens du terme maquis, parce que certains disent que c'était des maquisards. Il y en a qui disent que les maquisards, c'est ceux qui fuyaient pour se cacher. Et le terme maquis voulait dire la recherche de la cachette et pas l'attaque. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, l'origine même du mot maquis, il n'y a pas de maquis au Cameroun. Le maquis est un type de végétation qui existe en France. Parce que Jean Moulin, par exemple, qui est une figure emblématique de la résistance française, parce que n'oublions pas que la France elle-même elle a été soumise par l'Allemagne à 2 reprises. Et on a souvent pensé que peut-être ce sont ces frustrations qui sont nées de la domination allemande que la France est venue se défouler, n'est-ce pas, sur les pays africains. Donc Jean Moulin, même De Gaulle, c'était un maquisard, puisque lui-même c'était un rebelle. Il s'est rébellé contre le gouvernement de Vichy pour se réfugier à Londres. C'est de là qu'il part pour venir prendre le pouvoir. Donc Jean Moulin, ses hommes, tous ceux qui ont fait le maquis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se cachaient dans les maquis. Donc cette sorte de végétation qui existe là-bas en France. Donc le terme a simplement été, calqué pour décrire ceux qui se cachaient dans nos forêts. Nous avons des forêts. Et parler de maquisards, ce sont des termes péjoratifs pour dénigrer la cause que ces vaillants Camerounais défendaient. Vous sous-titrez votre ouvrage « Verdict sur le génocide français au Cameroun ». On dirait que vous mettez la France au tribunal. Elle est au tribunal. Et le verdict a été prononcé. Il faut simplement qu'elle fasse appel. Dites-nous en plus. Pardon? Dites-nous en plus. Oui, la tribunal. Oui. Un tribunal, c'est le tribunal de sa mémoire à elle, c'est à elle de faire l'évaluation, puisque le président, quand on regarde la démarche du président français, c'est lui encore qui crée la commission. L'ONU ne s'en saisit pas, il n'y a pas une société civile camerounaise qui a pour porter, peut-être qu'il y a une plainte quelque part, peut-être que nous ne savons pas. Quelle est l'actualité sur la question? Bien, il faut, en criminalistique, on nous apprend que le criminel a l'exclusivité de l'initiative. Donc vous voyez donc dans cette affaire où c'est la France qui prend l'initiative de faire la lumière sur quelque chose qu'on lui reproche. Est-ce que ce serait juste? Ça ne peut pas être juste, puisque le criminel, il prend l'initiative d'aller commettre l'acte. Il faudrait que ce soit des institutions ou la justice
qui se saisissent de l'affaire pour élucider le problème. Il ne revient plus aux criminels de dire que bon, ok, voilà, on m'accuse d'avoir volé, d'avoir cambriolé ce bureau. Bon, maintenant je viens résoudre l'affaire. Non, ça ne se fait pas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui accuse. Oui, le peuple camerounais est là, le peuple camerounais a été victime, même si actuellement il n'y a pas encore une sorte d'union sacrée autour de la question. Ça va arriver un jour, on n'est pas prisonnier du temps. Moi, je reste confiant que cette affaire sera élucidée un jour. Pas par le criminel qui a commis les actes, les atrocités au Cameroun, mais par les Camerounais eux-mêmes. Pour l'instant, ce sont les voix un peu dispersées. Parfois, il y a les Bamlékés qui vont à l'Élysée, vous avez tué nos parents, il faut nous désindemniser. Bon, ceux-là ne peuvent pas être pris au sérieux. Mais il faut que les organisations de droits de l'homme, parce que partout, que ce soit au Kenya, que ce soit en Albanie, parce qu'il y a un génocide aussi, on accuse que les Albanais ont été exterminés par l'armée de l'Empire ottoman, que ce soit les Kenyans, que ce soit les Namibiens, ce sont les ONG qui sont devant. Aucun gouvernement n'a pris sur lui de destin en justice pour cette affaire, ce sont les ONG. Donc il faudrait que les organisations de droits de l'homme cessent de faire la politique pour s'intéresser vraiment aux droits de l'homme. Parce que ça, c'est une question de droits de l'homme. Vous parlez de génocide. Première question, qu'est-ce qu'un génocide? Et ensuite, en quoi est-ce que le cas camerounais est un génocide? Parce qu'il y en a qui discutent le qualificatif. Il faut prendre le droit international. Oui. Selon le droit international, il y a des éléments constitutifs d'un génocide. Je vais parler simple. D'abord, le nombre. Il faut que le nombre de victimes soit élevé. Deuxièmement, la méthode. N'est-ce pas? Lorsqu'on utilise des armes non conventionnelles pour exterminer un peuple, c'est un génocide. Troisièmement, il y a l'intention. Ça veut dire que les Camerounais ont été exterminés pour des motifs politiques. Parce qu'on ne voulait pas que le pays et les gens revendiquaient l'indépendance, on les a assassinés. Donc, et vous voyez que les techniques même qui ont été utilisées, tuerie de masse, assassinat ciblé, le fait même d'affamer la population ou le fait de laisser propager des épidémies, tout cela rentre dans les éléments constitutifs d'un génocide. Votre livre s'arrête en 1964. Pourtant, on pense que la fin de la guerre du maquis, c'est 1972, je crois, avec la mort de Ernest Ouandié. Comment est-ce que on doit s'attendre à un autre tome de ce livre? Non, non. Vous voyez, Ouandié, à partir... C'est 1975 ou 72? Non, il a été assassiné en 71. En 71, oui. Ouandié ne luttait plus. Il n'y avait plus la guerre. D'abord, l'armée française avait déjà plié bagage. Tout ce qui est resté, c'est-à-dire que la France armait le bras de certains nationaux pour éliminer d'autres. Mais on ne voyait plus le matériel de guerre, n'est-ce pas, les avions, ou bien les chars, ou bien les soldats français marchaient un peu partout, comme cela fut le cas avant l'indépendance. Et Ouandié a été pendu? Ouandié a été pendu par les Camerounais, ce n'était pas par les Français. Pourquoi, monsieur le commissaire? Il a été jugé et lorsque je faisais mes recherches, j'ai trouvé que Pompidou devait arriver au Cameroun. Et comme condition, il avait demandé que le problème Ouandié soit résolu. Et c'est comme ça que Ouandié a été tué. Pour moi, je ne pense pas que les Camerounais eux-mêmes pouvaient penser qu'il fallait éliminer quelqu'un de cette ampleur, tout comme au Senda Afana. Parce que toujours dans des recherches, j'ai trouvé que lorsque l'armée va chercher au Sendé, ils avaient comme consigne de ne pas le tuer. Il fallait le capturer parce qu'à l'époque, le pays voulait les cadres pour
la direction du pays. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés dans la Bumba Egoko, le village où Ossien était caché avec son groupe, je précise qu'il avait un groupe de 12 personnes qui sont entrés par le Congo-Brazzaville pour arriver au niveau de Wesso. Bien, malheureusement, lorsque l'alerte est donnée, ils se mettent à courir. On avait dit aux militaires, il porte des lunettes, il a toujours une serviette blanche autour du cou, il porte les sandalettes. Dans la course, les lunettes sont tombées, la serviette est tombée, il n'avait plus de sandalettes. Donc il a été tué. Vous qui faites criminalistique, est-ce que ça vous a intéressé de regarder un peu la psychologie de Gaulle, le Français? Comment est-ce qu'il envisageait le monde? Comment est-ce qu'il voyait les autres personnes? Comment est-ce qu'il voyait la France par rapport à nos pays? Honnêtement, je ne me suis pas apaisanté sur cette philosophie. Est-ce qu'on peut faire quand même une différence entre la période de Gaulle, la période de Pompidou après? Est-ce qu'elle est plus douce après? Avant, c'est quoi? Que vivaient, quand je pose la question, c'est justement pour savoir ce que ressentaient les populations camerounaises de la période de Gaulle. Que vivaient, comment est-ce que les populations vivaient à ce moment-là? Les populations vivaient dans l'oppression et ça n'a pas changé avec l'arrivée de Pompidou. Ça n'a pas changé. Comme ça n'a pas changé après Pompidou. Parce que pour qu'on sache que ça a changé, il faudrait que le standard de vie des Camerounais change. Or, jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Il faudrait que le franc CFA disparaisse. Le franc CFA est là. Ce qui fait très mal aux pays africains. Bon, moi, je vois souvent les politiciens s'agiter et dire, bon, il faut des élections, il faut faire... Mais même si on met n'importe qui, il ne peut rien tant qu'il est attaché au franc CFA. C'est une question à résoudre. Oui, il faut d'abord enlever le franc CFA pour prétendre à la souveraineté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une douleur interne chez les Camerounais en général? Est-ce que vous pensez que ce passif-là est déterminant sur la projection d'une société camerounaise? Bien sûr. Bien sûr, c'est un poids. C'est un poids vraiment qui fait souffrir les Camerounais. Mais malheureusement, il n'y a pas l'union sacrée tout autour de cette affaire. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous distraient. Vous voyez la prolifération des industries de distraction, le football, le cinéma, la musique, ainsi de suite. Ils nous distraient. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personne ne pense à réfléchir, à se projeter comment serons-nous dans 40 ans, dans 50 ans, pendant que nous sommes dans cette distraction. Les autres qui n'ont rien, parce qu'il faut l'avouer, l'Europe n'a rien. Et la politique qu'ils appliquent, c'est celle du lion et la gazelle. Si le lion ne se nourrit pas de la gazelle, il meurt de faim. Bien. Et pendant que la gazelle est distraite à brouter les herbes, le lion l'attrape. Donc il faudrait que les Africains essayent de prendre conscience et de cesser, n'est-ce pas, de se distraire. C'est la boisson, parce que vous voyez, les premières industries qu'il y a eu chez nous, c'était les brasseries. Partout en Afrique, vous allez trouver qu'il y a eu des brasseries un peu partout. Il faut boire, il faut oublier, parce que pour quelqu'un qui est sous, il ne peut pas réfléchir. Comment sera son lendemain? Il ne sait même pas si ses enfants sont à l'école. Lorsque vous niez l'histoire, ou bien vous essayez de réécrire l'histoire, cela peut vous valoir des années de prison. Donc le négationnisme est puni par la loi dans d'autres pays. Il faudra que nous aussi on en arrive là. Ça veut dire que lorsque on dit qu'il y a eu des massacres et que quelqu'un aille écrire le contraire, il faudrait bien qu'il soit présenté devant la loi, qu'on punisse le négationnisme et le révisionnisme. Oui, en effet, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que le négationnisme du génocide juif est puni. Et sévèrement, il y a d'ailleurs, tout le monde a peur de s'exprimer sur la question, et que celui des pays africains, c'est peut-être une question de présence dans les relations internationales, de capacité de pouvoir, de puissance. C'est aussi un problème de volonté et de prise de conscience collective. Il faut que les Africains prennent conscience, après 4 siècles de l'esclavage,
autant de siècles de colonialisme, il faut prendre conscience à un moment et s'imposer, n'est-ce pas, sur la scène internationale. Les Juifs l'ont fait et aujourd'hui, ils parlent la tête haute, ils sont fiers de leur nation. Et les Africains ne sont pas fiers de leur nation et ils voient toujours que c'est l'Europe qui est bien et tous regardent l'Europe. Il n'y a qu'à voir combien meurent dans la mer chaque année pour regagner l'Europe. Et parfois, après avoir dépensé des millions de francs, alors que s'ils pouvaient s'installer chez eux, ils vivraient mieux. Vous parlez de plus de 500 000 victimes en 10 ans. Oui. Et on a envie de se demander comment un tel crime, un génocide comme celui-là a pu passer incognito. On sait peut-être, oui, et on ne veut pas l'accepter, ou alors parce que vous avez quand même pu écrire un livre et sur la question, ça veut dire que vous avez des sources, un livre d'à peu près 400 pages, vous avez des sources sur la question. On fait semblant de ne pas l'accepter. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être l'indifférence de ceux qui gouvernent nos pays, des partis politiques, des ONG, des associations. On est peut-être tous complices de la situation. Il y a d'abord l'ignorance. Je vous ai dit il y a un instant que tout est dans la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de ce que vous faites et vous n'avez pas peur. Mais lorsque vous n'avez pas la connaissance, on peut vous tromper facilement. Donc, les Camerounais doivent d'abord chercher la connaissance, qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et maintenant, lorsqu'ils auront cette vérité, ils pourront agir. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a aucun élément, ne peut pas se mettre au devant de la scène et revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'il va trouver en face des hommes qui sont assez farouches, qui défendent leur beefsteak et ils ne vont pas le laisser. Donc il faudra avoir suffisamment d'arguments pour être convaincant. Vous pensez qu'il faut l'enseigner à l'école? Il faut l'enseigner. Vous espérez quelque chose de la commission mémoire? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la commission mémoire va s'appuyer sur des archives qui sont en France. Or, depuis des années, je dénonce ces archives parce que les archives, c'est comme des munitions. Lorsque vous êtes dans une guerre, chacun sort ses munitions. Si vous n'en avez pas, moi je ne peux pas vous les donner. Parce que si je vous donne les munitions, vous allez m'abattre. Ou alors, si je dois vous les donner, je dois les rendre... ou je vais vous donner des munitions avariées qui ne percutent pas. Donc ces archives, moi je ne peux pas leur faire confiance. Il faudrait que les Nations Unies qui avaient la charge, n'est-ce pas, d'administrer le territoire, nous apportent des archives. Il faudra que le Vatican, parce que l'Église catholique a pris une part active. D'ailleurs, vous voyez certains responsables de l'Église catholique qui étaient installés au Cameroun, qui sont évoqués dans l'ouvrage. L'Église catholique suivait de très près cette affaire et elle avait pris parti pour l'administration coloniale. Il faudrait qu'ils nous donnent des archives. L'Angleterre, qui était sournoise, installée au Nigeria et au Cameroun, a des archives. L'Allemagne qui a colonisé le Cameroun a des archives. Donc la France ne peut pas dire à elle seule qu'elle va organiser un devoir de mémoire pour ce qui est du Cameroun. Non, ça ne peut pas être crédible. C'est pour vous montrer à quel niveau l'administration coloniale était. Revenons sur la commission. Est-ce que le désarchivage peut peut-être nous commettre beaucoup plus de tort en tenant compte que... Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que ce qui va sortir de là, on dira que voilà la vérité, ne parlez plus de cette question. Il n'y a pas eu génocide, point. Voilà ce que les archives ont dit. Est-ce peut-être que ça va nous opposer aussi? En tenant compte que certains responsables politiques viennent de mourir, ou bien leurs familles sont là, ou bien sont encore vivants, est-ce que vous pensez que une note peut-être de l'Élysée pourrait créer une stigmatisation de quelques personnes au Cameroun? J'en veux pour preuve la lettre qui est sortie sur le père de Tshisekedi, l'actuel président de RDC, disant que son père avait participé d'une manière très proche à l'assassinat de Lumumba. Bien, lorsque nous écrivons le livre, pour le moment,
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps combattre à l'extérieur et mener un combat interne. Donc il faut gagner à l'extérieur. Nous avons été agressés de l'extérieur par un pays qui est situé à 6000 km. Il faudra d'abord gagner ce combat-là pour laver le linge sale en famille. Bon, moi, ma question est liée à la possibilité qu'il y ait des archives, parce que nous sommes quand même dans une situation où la France laisse unilatéralement les archives sortir et va certainement sélectionner celles qui servent sa cause plutôt que celles qui peuvent la rendre responsable de la situation. Comment est-ce que vous... Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Comment Je comprends. Je voudrais d'abord souligner que les archives qui sont en France ne reflètent pas la réalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'une bombe était larguée à l'ouest, celui qui était dans l'avion ne descendait pas faire le décompte. On estimait, c'était des estimations. Peut-être là où il y a 10 morts, on ne pouvait pas dire 10, on disait peut-être 2 tués. Oui. Donc, c'est ça qui est archivé. Oui. C'est les deux là qui sont documentés. Oui. Le reste n'est pas documenté. Ceux qui étaient dans les camps de concentration, parce que l'armée coloniale a appliqué les mesures des nazis en Allemagne où il fallait regrouper les gens dans les camps. D'abord, en Sanaga Maritime, il y a les camps. Ailleurs, je n'ai pas encore vu, mais lorsque vous allez trouver qu'il y avait les camps, c'est dans ces camps qu'on gardait tout le monde, parce qu'ils estimaient que dans la tactique qu'ils ont ramené de l'Indochine, il fallait sortir le poisson de l'eau pour mieux le capturer, parce que quand il est dans l'eau, c'est difficile. Donc, il disait qu'il fallait séparer les populations contaminées, ça veut dire c'est les nationalistes, des autres populations neutres. Et les populations neutres, donc, on devait les cantonner dans les camps. Et dans ces camps-là, il y avait les proliférations des maladies de la famille, puisque vous n'avez plus accès à votre champ. Le PAM ne venait pas donner à manger à ces gens-là, ni autre ONG. Ils mouraient de faim. Donc, pour répondre à votre question, ces archives ne peuvent pas servir notre cause. Au contraire, ils vont nous enfoncer parce que les résultats de cette commission-là, dès qu'ils seront actés, on va dire à partir d'aujourd'hui, taisez-vous. Il n'y a rien eu. Et ça sera la fin, n'est-ce pas, l'enterrement de cette question de génocide au Cameroun. Il y a quand même derrière Blik Bassi et Raymondi, il y a quand même une dizaine de personnes choisies de manière... il y a des chercheurs, il y a des artistes qui rentrent dans la commission. Comment est-ce qu'on peut réussir, par exemple, à dire quelque chose de relativement juste par rapport au nombre de morts, par exemple? Je ne prends que cet exemple. Qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on peut procéder? Est-ce qu'il faut procéder strictement par l'enquête? Est-ce que nos chefferies ont des archives? Est-ce que l'État camerounais a lui-même ses archives? La question des archives en Afrique a toujours été une question cruciale. Ça veut dire que l'Africain ne garde pas des archives. Vous n'avez qu'à voir même là où vous êtes né. Allez un peu chercher votre souche. Vous avez des chances de ne pas la trouver. Donc, le problème des archives aujourd'hui, pour avoir la vérité dans cette affaire, d'abord, en criminalistique, pour avoir la vérité, il faut la scène du crime. La scène n'existe plus. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est une enquête de voisinage, comme on dit en criminalistique. Ça veut dire se rendre dans les zones de guerre et mener une enquête. Cette enquête ne doit pas être faite au niveau des archives ou de certaines personnalités, parce que parmi ces personnalités, à l'époque, il y en a qui ont été des administrateurs coloniaux dans leur propre pays et qu'on pourrait peut-être accuser comme le père de Tshisekedi. Donc, pour le moment, on n'en est pas encore là. Il faut d'abord que la vérité soit établie. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde s'y mette, les ONG, pour qu'on obtienne cette guerre soit aussi inscrite, n'est-ce pas, comme étant une guerre d'indépendance et que justice soit rendue aux victimes.
Monsieur le commissaire, est-ce qu'on peut ouvrir une audition libre où on écoute tous ceux qui ont à dire sur la question? Bien sûr. Bien sûr, vous avez suivi les commissions vérité et réconciliation un peu partout. Cela montre que c'est possible. Et ça permettrait de reconstituer la vérité. Oui. Il faudrait certainement des années pour reconstituer cette vérité. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire en un mois, en un an. Il faut des années pour qu'on puisse avoir quelque chose de crédible. Il faut aller jusqu'au fin fond des zones de conflit. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous montrez votre, appelons ça pessimisme par rapport à la démarche de la commission mémoire. Est-ce que nos États ne doivent pas prendre leurs responsabilités et engager eux-mêmes des démarches pour pouvoir reconstituer une comment je peux appeler ça, une contre-vérité par rapport à ce qui pourrait en sortir? Vous savez, une telle enquête demande beaucoup de moyens aussi, que les États à l'heure actuelle ne peuvent pas avoir, parce que, sauf mauvaise foi, c'est vrai que nous avons beaucoup de richesses, mais comme je vous l'ai dit, avec l'épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, avec tous les autres problèmes sociaux qu'il y a, il faut commencer d'abord par sortir du franc CFA pour que nos ressources soient gérées par nous-mêmes. En ce moment-là, nous pouvons faire, vous voyez, quand vous partez même dans les organisations sous-régionales, on va vous dire que ce sont les pays occidentaux qui financent ces organisations. Donc, il y a ce problème de moyens qui se pose avec acuité. Donc, moi, je crois que nous devons nous libérer. Étant libres, nous pourrons faire ce que nous voulons. Monsieur le commissaire, dans le cas du génocide rwandais de 1994, on a accusé l'Église, notamment l'Église catholique, d'être relativement complice de ce qui s'est passé. Peut-être pas de l'intention, mais peut-être de la mise en œuvre du génocide. Dans votre conclusion, vous citez des évêques occidentaux qui étaient au Cameroun, qui sont passés ou qui étaient au Cameroun à ce moment, et vous parlez de leur engagement contre les nationalistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs sur... Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'Église avait exclu tous les nationalistes des sacrements. Donc quand vous étiez reconnu comme nationaliste, vous n'avez pas droit à la communion, vous n'avez pas droit au mariage à l'église, donc l'église avait exclu tous les nationalistes. Et lorsque vous veniez vous confesser, le prêtre vous posait des questions dirigées, appelez à des questions dirigées. Lorsque vous répondiez d'une certaine manière, il savait que ça c'est un nationaliste et il vous dénonçait. Vous étiez arrêté le lendemain. Sans savoir que c'était le secret de votre confession qui avait été dévoilé. Tout à fait, bien sûr. Peut-être la dernière question, quel conseil donnez-vous à la commission, à Big Bassi, à Karine Ramondi? Au cours d'une émission à la télévision nationale, je leur avais donné des conseils. Je leur ai dit, ce n'est pas une affaire d'historien seul. Qu'ils essayent de regrouper des historiens, des juristes, des anthropologues, des psychologues dans leur commission. Parce que ce sont les historiens vont chercher, ils ont les techniques d'enquête. Ils peuvent se déployer sur le terrain et faire quelque chose dans ce sens. Les juristes, c'est eux qui qualifient des infractions. Ils vont nous dire à la fin, est-ce qu'il s'agit des crimes? Est-ce qu'il y a eu guerre? C'est vrai que le livre répond à la question avec les arguments, il y a eu une guerre. Il y a les protagonistes. Est-ce que ceux qui ont donné les ordres, parce qu'en droit militaire, le chef qui donne l'ordre à un élément d'aller commettre un acte est responsable. Donc il y a ce qu'on appelle la responsabilité du chef lorsqu'il donne un ordre. Donc les juristes viendront nous décortiquer cela beaucoup plus dans les détails. Les anthropologues, leur présence est nécessaire parce que c'est eux qui étudient la société et ils vont nous dire ce qui s'était passé. Maintenant, les psychologues, quand vous allez, je vous ai dit, quand vous partez à l'ouest et que vous évoquez la question, vous allez trouver des gens qui sont encore traumatisés. Donc, les sociologues, tous ces gens doivent se retrouver et nous produire un rapport
pas au bout d'un an, parce qu'au bout d'un an, ils ne vont jamais finir. Parce que quand vous voyez la zone, vous avez les villes de Douala, Yaoundé, vous avez toute la Sanaga maritime, l'Ouest Cameroun, l'Onkam, le Mungo, et dans la Bouba et Ngoko également, il y a eu la guerre là-bas. Donc vous voyez que la zone est très vaste, la zone d'études. Donc c'est au bout, n'est-ce pas, de ces enquêtes qu'on pourra nous donner quelque chose de crédible. Monsieur le commissaire, je présente à nos téléspectateurs la première couverture du livre et je constate que vous avez flouté les visages des soldats français qui sont sur la photo. J'imagine que la photo est réelle et que vous avez flouté les visages des soldats français qui sont sur la photo. Pourquoi? C'est l'éditeur qui l'a imposé. Moi, j'avais envoyé la photo et ils ont flouté les photos de leurs soldats et ils ont laissé les visages des Africains. Vous voyez, si c'était mon parent, là, je peux très bien le reconnaître. Oui. Oh, les soldats qui sont là-bas, ils ont caché les visages, pendant que les visages des Africains sont visibles. La photo est bien réelle. La photo est réelle. Peut-être que l'éditeur s'est dit que les soldats français sont des accusés et qu'il est possible que certains soient encore vivants. Peut-être, mais la photo est réelle. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Merci pour cette publication. Épilogue d'une guerre clandestine, verdict sur le génocide français au Cameroun, 1954-1964. Merci d'avoir permis aux Camerounais de comprendre quelque chose sur leur histoire. Chers téléspectateurs, peut-être que c'est ce verdict, peut-être que c'est notre travail sur cette histoire qui permettra de solder la question coloniale et peut-être regarder les Français, la France différemment. Merci, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.